Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Cette semaine, à Indépendance financière et hypothèque, j'ai 3 parties. Premièrement, je vais annoncer le dernier gagnant, ou en fait la dernière gagnante du livre « Devenez maître de votre hypothèque », l'indépendance financière, le livre sur la manœuvre Smith. Ensuite, je vais enchaîner avec le chapitre 8 de « Se libérer d'être fauché ». C'est une série que j'ai commencée il y a plus qu'1 an. J'ai fait l'introduction, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis rendu au chapitre 8. On va faire ça, le résumé aujourd'hui de ce chapitre-là, le marketing et la consommation. Et en 3e et dernière partie de l'épisode, je vais revenir avec la série Comprendre l'économie. On va faire la partie 2 ensemble. Commençons avec la gagnante du livre. Roulement de tambour, la gagnante cette semaine pour le dernier livre est Caroline. Donc, félicitations Caroline pour avoir gagné la 5e copie du livre L'indépendance financière, devenez maître de votre hypothèque. Je vais t'écrire, te demander ton adresse et t'envoyer ton livre prochainement. Donc, les tirages de livres sont terminés pour cet été. Si vous voulez en savoir plus sur la manœuvre Smith, vous pouvez toujours aller visiter mon site web, donc sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. J'ai un mini-cours en 7 modules. C'est 7 vidéos d'environ une dizaine de minutes chaque qui expliquent en détail en quoi consiste la manœuvre de Smith. Donc, je vous invite à aller écouter ça si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours aussi aller acheter le livre sur le site smithman.ca. Alors oui, j'enchaîne avec maintenant Se libérer d'être fauché, chapitre 8, le marketing et la consommation de masse. C'est le 8e chapitre du livre Se libérer d'être fauché. Je vous rappelle que sur le podcast Indépendance financière et hypothèque, j'ai fait l'introduction et j'ai fait les 7 premiers chapitres du livre en résumé. Puis j'ajoute tout le temps aussi un commentaire par rapport au contenu, à la ligne directrice du podcast Indépendance financière et hypothèque, qui est de aider à partir de zéro, puis de cheminer vers l'indépendance financière, accumuler 1, 2, 3 millions de dollars en valeur nette pour se protéger, pour avoir notre paix financière, pour vraiment récolter quelque chose de notre dur labeur, de notre travail, de ne pas nous retrouver au bout de 20, 30 ans de travail avec rien devant nous. Et puis là, tout est cher et on se retrouve dans une situation fâcheuse où est-ce qu'on doit continuer à travailler, où notre situation s'est même détériorée avec le temps. On ne veut pas ça. Donc, l'idée, de faire chacun des chapitres du livre Se libérer d'être fauché. C'est un livre qui, je crois, va vraiment nous faire prendre conscience des ennemis qui nous entourent, des pièges qui nous entourent, qui va pointer du doigt justement l'endettement, qui va pointer du doigt le marketing et la consommation. Ça, c'est le chapitre d'aujourd'hui, qui va nous faire prendre conscience que c'est pas nécessairement de notre faute si on se retrouve dans une fâcheuse situation financière, mais c'est de notre faute si on continue à l'être et tout en étant conscient de notre environnement. Donc, c'est-à-dire des dangers qui nous guettent, des pièges. Dans les premiers chapitres, ce qu'on a parlé, c'est que, on est enchaîné à un système. Il y a un système qui joue contre nous. Lorsqu'on part de zéro, lorsqu'on a zéro capital, on est dans un système capitaliste qui défavorise ceux qui n'ont pas de capital. Plus qu'on a de capital, plus qu'on est favorisé. Donc, quelqu'un qui est milliardaire, pour lui, ça va très bien. Il est capable d'accumuler des milliards toujours de plus en plus rapidement parce que le système le favorise. Mais quelqu'un qui part de zéro
n'est pas favorisé. OK? Même que plus que le temps avance, plus que ça devient difficile pour quelqu'un qui a zéro capital d'arriver à payer ses choses de base, puis même d'être capable de dégager une épargne pour pouvoir lui accumuler son capital, c'est de plus en plus difficile plus qu'on avance dans le temps. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ce fait-là, OK? Et le livre Se libérer d'être fauché nous parle de ça. Chapitre 1, c'était justement ça. On est enchaîné à un système, OK? Un système qui est la cote de crédit, la carte de crédit, le prêt étudiant, le prêt voiture, donc beaucoup de dettes. Ce qui est favorisé, c'est pas grave, si tu n'as pas l'argent, achète-le pareil. Et puis ça nous garde enchaînés à ce système-là. Prévoiture, hypothèque. Chapitre numéro 7, on a fait les pièges de l'investissement parce que même une fois qu'on évite les dettes puis qu'on réussit à aller vers l'investissement, il y a quand même des pièges à éviter. On a parlé de ça au chapitre numéro 7. Ça, c'était le 29 mai dernier, l'épisode numéro 102. Et puis là, on est à l'épisode numéro 116, le 4 septembre 2025. Et on parle de marketing et consommation de masse. Donc là, ce que je fais, c'est que je vous fais le résumé du livre. OK, le résumé du livre. Et ensuite, je vais faire le lien avec le plan en 5 étapes pour faire le lien avec le contenu du podcast et comment nous, on va justement se diriger vers notre 1 million, 2 millions, 3 millions en valeur nette. Alors, commençons avec le résumé du chapitre 8. On va, dans les grandes lignes, George Kamel, qui est l'auteur du livre, va nous parler premièrement que nous sommes continuellement ciblés par la publicité. Ensuite, on va parler de biais psychologiques. En troisième, on va parler de tactiques qui favorisent les achats impulsifs. C'est des tactiques qui jouent contre nous, ça. Donc, on va parler des différentes tactiques. Ensuite, on va parler de comment résister à la surconsommation. Et dernièrement, en dernier lieu, on va parler de l'ultime contrôle, une consommation consciente. Donc, je commence. Premièrement, nous sommes continuellement ciblés par la publicité. Kamel souligne que nous sommes bombardés par des messages marketing, jusqu'à 5 000 à 10 000 par jour messages via les réseaux sociaux, la télévision, les sites web, qui exploitent nos désirs d'appartenance, de sécurité et de plaisir pour pousser à la consommation impulsive. Puis, le marketing, ensuite, George nous dit que le marketing active nos biais psychologiques. Okay? Notre cerveau est conditionné pour réagir aux stimulations émotionnelles. Donc, les publicités en tirent avantage en jouant sur nos instincts fondamentaux, ce qui rend la publicité particulièrement persuasive et souvent silencieuse. Sans s'en rendre compte, on est persuadé. C'est pour ça qu'on dit ici de façon souvent silencieuse. Les tactiques utilisées, les tactiques qui favorisent les achats impulsifs sont, la vente personnelle, les interactions individuelles, pression à l'achat, donc un vendeur qui va vraiment venir vous voir et va essayer de vous convaincre d'acheter son produit. Ensuite, on va avoir comme tactique le placement de produits, intégration subtile dans des contextes émotionnels. Ça, les placements de produits, souvent, on les voit dans les films, par exemple, vont être associés avec un contexte émotionnel, puis on ne s'en rendra pas compte, mais on va faire le lien entre notre émotion positive et tel produit. Ensuite, l'association de marques, faire adhérer un produit à nos valeurs ou désirs. C'est ça, une marque souvent, oui, c'est un produit, ça peut être assez simple, mais souvent, on va associer ça à une identité, à des valeurs. Puis, ça va au-delà des caractéristiques réelles du produit. Donc, c'est ça, la marque, c'est la réputation. Autre tactique, on a les promotions trompeuses. Faut faire attention, là, ici, on est borderline. Normalement, les lois devraient protéger contre les promotions trompeuses, mais parfois, ça se faufile entre les lignes, puis on peut être victime de ça dans la publicité. Donc, par exemple, des fausses économies qui justifient un achat inutile. Ensuite, autre tactique, les paiements simplifiés. Exemple, là, si on va sur le site d'Amazon, on voit qu'il y a un bouton qui nous permet d'acheter en un seul clic. Ça nous rend encore plus vulnérables à la dépense non planifiée. Et finalement, dernière tactique ici décrite dans le livre, le financement à la consommation. Et ça, c'est une grosse tactique. On va proposer des paiements différés qui encouragent les gens à s'endetter. Parce que souvent, le plus gros obstacle qu'on va avoir pour acheter quelque chose, c'est qu'on n'a pas l'argent. Mais justement, il y a une réponse à cet obstacle-là et c'est le financement.
particulièrement pour justement les voitures, les meubles, les voyages. De plus en plus, ça devient populaire d'avoir une facilité de financer nos achats grâce à la dette, que ce soit en carte de crédit ou que ce soit en plan. Directement, même sur les sites web maintenant, on peut, ça je le vois régulièrement, lorsque j'arrive pour payer quelque chose, j'ai une option qui me permet de payer en plusieurs versements. Donc, c'est de plus en plus facile. Okay? C'est les tactiques qui favorisent les achats impulsifs. Maintenant, comment résister? OK, là, l'auteur du livre ici va nous proposer 3 idées pour résister à la surconsommation. Première idée, on va parler de planifier ses achats. Ne pas céder immédiatement, mais attendre 1 ou 2 jours pour évaluer si le besoin persiste. Il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas un problème. Moi, je dirais même que ça peut être un problème. Je planifie assez souvent mes achats et parfois même, ma conjointe, ça peut un petit peu la déranger que je prenne autant de temps pour acheter quelque chose, mais c'est très rare qu'aussitôt qu'on va parler d'un achat qui va représenter, ou surtout qui va être un objet, par exemple, qui va rester dans la maison après, je vais vraiment vouloir y penser comme il faut. Je n'achèterai pas le premier objet que je vais voir. Parce que après ça, si ça ne fait pas l'affaire, que je dois en acheter un autre, je vais devoir jeter cet objet-là ou m'en débarrasser ou le revendre ou le mettre au recyclage. Puis, bref, planifier les achats. OK, mais là, on parle ici de surconsommation. C'est certain que c'est une très bonne idée. Pour certaines personnes, ça peut être une bonne idée là, d'ajouter de la planification dans ses achats. OK? Lorsqu'on a une nouvelle idée pour acheter quelque chose, attendre 1 jour, 2 jours, puis revisiter l'idée quelques jours plus tard pour voir si cet achat-là est toujours convenable. Okay, ça va éviter d'avoir justement de faire un achat impulsif. Ensuite, respecter son budget. Donc, oui, si c'est quelque chose qui n'était pas budgété, normalement, ça ne devrait pas être acheté. Maintenant, je sais que la majorité des gens ne font pas de budget parce que justement, ils ne veulent pas, eux, être contraints dans la vie, un budget. Mais pourtant, il y a une façon de voir le budget comme étant quelque chose de libérateur. Moi, j'ai souvent entendu dire que justement, avant d'avoir un budget, la personne ne savait pas si elle avait les moyens d'acheter telle chose. Et du moment où est-ce qu'elle a fait un budget, bien là, elle savait exactement, justement, qu'elle avait les moyens d'acheter cette chose-là. Il y a différentes façons de le voir. On peut le voir comme quelque chose, un outil libérateur, ou on peut le voir comme étant une contrainte. Moi, je vous invite justement à utiliser le budget, à le voir comme un outil libérateur. Puis, après ça, pour les achats impulsifs, si ce n'est pas quelque chose qui est budgété d'avance, on ne l'achète pas. Puis, on revisite peut-être notre budget pour peut-être l'acheter dans le futur. Ça, c'est l'idée numéro 2 ici, comment résister à la surconsommation. On va regarder si ça rentre dans le budget. Ensuite, la troisième, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. Troisième idée pour résister à la surconsommation, payer comptant. Éviter tout financement qui pourrait entraîner des frais ou de la dette. C'est beaucoup plus facile d'acheter avec la carte de crédit. Il y a un niveau de distance entre nous et l'argent qui est dépensé lorsqu'on le met sur la carte de crédit parce que c'est pas tout à fait notre argent. Tandis que si on payait avec notre carte débit, peut-être qu'on serait plus conscient, qu'on fait un achat moins impulsif. Bref, il y a eu des études aussi là-dessus. Les cartes de crédit, ça pousse à faire des achats impulsifs. Donc, de se restreindre. Puis aussi, l'idée de payer comptant, c'est que si on n'a pas l'argent, on ne peut pas l'acheter. Donc, ça devient très, très simple. Nos décisions d'achat deviennent très simples lorsqu'on respecte cette règle-là, payer comptant. Donc, planifier ses achats, respecter son budget, payer comptant. Des choses assez simples qui permettent de résister à la surconsommation, résister au marketing et à la consommation de masse. Donc, l'auteur termine son chapitre, parle d'ultime contrôle d'une consommation consciente. Construire des habitudes de dépenses saines passe par une vigilance constante. S'assurer que nos achats contribuent réellement à notre bien-être plutôt qu'être dictés par des manipulations. C'est fâcheux de penser que
dans le futur, on va se retrouver avec moins de pouvoir d'achat, puis que c'est juste parce qu'on n'a pas fait attention, qu'on n'était pas conscient, qu'on s'est laissé entraîner par une vague d'influence où est-ce qu'on n'était pas conscient qui est lié justement au marketing. C'est le système capitaliste qui fait ça. C'est pas de notre faute, mais c'est présent. Les entreprises veulent pousser, veulent vendre leurs produits. Il faut, nous, après ça, prendre la décision d'acheter. Il ne faut pas laisser ces entreprises-là décider à notre place si on achète quelque chose ou pas. Maintenant, on va regarder par rapport au plan en 5 étapes. Okay? Le plan en 5 étapes, c'est un plan que j'ai développé qui ressemble beaucoup au Baby Steps de Dave Ramsey. Le plan en 5 étapes, j'en ai parlé à l'épisode 68 et j'en ai parlé aussi sur plusieurs autres épisodes. J'ai un guide PDF aussi. Si vous allez sur mon site web, vous pouvez voir en détail mon plan en 5 étapes. Je vous le résume ici. Étape numéro 1, c'est se libérer de l'endettement. On fait les choses dans l'ordre. Okay? On se concentre sur une chose à la fois pour que tout ça, ça ne devienne pas comme un pêle-mêle d'affaires compliquées à faire, puis ça fait que ça nous décourage, puis qu'on n'avance pas. Okay? On va faire les choses par étapes. Premièrement, c'est se libérer de l'endettement, puis s'engager à ne plus utiliser l'endettement pour notre consommation. La seule exception, ça va être pour l'achat de notre maison avec des conditions quand même assez strictes. On va acheter une maison, oui, selon nos besoins, mais en premier, okay, c'est d'arrêter justement de mettre des choses sur la carte de crédit, de rembourser notre prêt étudiant, rembourser notre carte de crédit, puis tout ce qu'on va consommer, on va le payer cash. Okay? On va se faire un plan, si on a des dettes déjà, on va se faire un plan intense pour les rembourser. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, c'est ensuite d'accumuler sa mise de fonds, puis son fonds d'urgence. On va en mettre de côté. Maintenant qu'on vit sur ce qu'on gagne, puis qu'on n'emprunte plus, là, on peut aussi s'en mettre de côté parce que, justement, on ne paye plus d'intérêt. Donc là, on est en bonne posture, on a la paix financière. Donc là, c'est le temps de commencer à en mettre de côté, faire son fonds d'urgence. Comme ça, s'il y a une urgence, on n'est pas obligé de retourner dans l'endettement, puis ça nous donne encore plus de paix financière. Puis, on met de côté pour accumuler sa mise de fonds pour acheter sa maison. OK? Ça, c'est l'étape numéro 2. À l'étape numéro 2, je n'irai pas dans les détails, là, mais on peut se faire des plans d'épargne automatique. On fait des virements automatiques. Puis là, on se fait un plan pour accumuler. Ça, c'est super important si on veut justement se dégager, si on veut se protéger dans l'avenir des inégalités de richesse. Il faut passer par là. Okay? Étape numéro 3, c'est d'acheter notre maison selon nos moyens. Donc là, on veut acheter notre maison pour justement diminuer nos dépenses de loyer. On va utiliser notre mise de fonds pour faire ça, mais on va utiliser des règles qui vont faire en sorte qu'on ne va pas acheter la grosse cabane qui coûte cher. Non, on va acheter une maison selon nos moyens, basée sur l'argent qu'on a réussi à mettre de côté, puis nos revenus aussi. On va s'assurer qu'on va être capable de rembourser ça rapidement. On va acheter une maison qu'on va pouvoir rembourser en 10 ans. Ça serait merveilleux, ou en 15 ans. Tu sais, peut-être qu'on va la mettre, oui, sur 25 en partant, mais après ça, on va être assez solide financièrement. On va être capable de faire des remboursements anticipés. Peut-être mettre une petite manœuvre de Smith là-dedans. Si jamais on sent que c'est quelque chose qu'on veut faire, on peut y aller comme ça. Mais à l'étape 3, on achète notre maison selon nos moyens. À l'étape numéro 4, on investit pour l'indépendance financière. On va mettre de l'argent de côté pour la retraite, minimum 15 % par année. Puis après ça, en parallèle, on rembourse notre hypothèque. Peut-être qu'il y a une manœuvre Smith, comme j'ai dit là-dedans, qui utilise l'effet de levier pour aller encore plus vite. Mais tu sais, l'idée, là, c'est d'accumuler un patrimoine, 1 million, 2 millions, 3 millions de côté qui nous appartient, libre de dette. Là. Quand je parle de 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est si on enlève les dettes, là, c'est ce qui reste. Là, c'est notre valeur nette. C'est ça, net. Là, c'est lorsqu'on enlève les dettes. Okay, rembourser l'hypothèque, c'est surtout rembourser l'hypothèque qui est non déductible. Puis éviter le cycle là, du refinancement, là, de l'achat de piscine, de la rénovation. Puis après ça, on paye nos choses cash. Oui, on donne un coût pour acheter notre maison, on a besoin d'une hypothèque. Mais après ça, là, on va pas utiliser l'endettement hypothécaire même pour refinancer puis acheter tout plein de choses. Là. Non, c'est fini. On a acheté notre maison. Après ça, tout ce qu'on va acheter pour notre consommation, ça va être en cash.
Parce que tout ça va faire en sorte qu'on va s'enrichir, puis on va accumuler un patrimoine. Notre patrimoine va générer un revenu passif, puis c'est avec ça qu'on va pouvoir vraiment améliorer notre train de vie. Parce qu'on veut l'améliorer, notre train de vie, c'est important. On ne fait pas tout ça pour souffrir, puis vivre comme un pauvre, comme on dit. Non, au fur et à mesure que notre situation financière s'améliore, on peut augmenter petit peu par petit peu notre train de vie. Il faut en fait le faire, je pense. L'idée, c'est de commencer très bas à l'étape numéro 1. OK, puis là, la consommation là-dedans, puis le marketing, OK, on va faire le parallèle. Là, je vous ai résumé. C'est jamais comme un résumé super court. Là, quand je résume les 5 étapes, là, j'embarque tout le temps un petit peu dans les détails. Mais là, bref, je reviens. J'ai terminé mon résumé des 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, puis atteindre l'indépendance financière. Ça, c'est les 5 étapes. Ensuite, par rapport au marketing puis à la consommation, ce qu'on doit faire, OK? À l'étape numéro 1, on doit apprendre à décoder les pièges psychologiques du marketing pour arrêter d'acheter ce qu'on ne peut pas se permettre. OK? À l'étape numéro 1, là, c'est particulièrement important de prendre conscience du marketing, puis de la consommation de masse, puis de le voir vraiment comme un ennemi. Il faut voir ça comme tout plein d'entreprises qui veulent avoir notre argent, OK? Qui veulent voler notre futur. OK? Puis, on prend conscience de ça. On doit absolument se faire un budget, le respecter, puis rembourser nos dettes et se sortir de ce piège-là que peut-être qu'on s'est déjà creusé, que c'est pas de notre faute, on n'était pas conscient, on s'est fait influencer contre notre gré, mais à un certain point, si on veut améliorer notre avenir financier, on va faire cette étape-là, se libérer de l'endettement. Donc, à cette étape-là, on va décoder les pièges psychologiques du marketing pour arrêter d'acheter ce qu'on ne peut pas se permettre. OK, ensuite, à l'étape numéro 2, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit bloquer l'accès à la tentation. Là, maintenant qu'on n'a plus de dette, on va quand même être conscient, OK? Parce que là, on veut épargner, on veut mettre de côté notre mise de fonds, notre fonds d'urgence. On va peut-être supprimer le one-click sur Amazon qui nous permet comme d'acheter facilement. On va se donner des trucs. On va programmer de l'épargne automatique comme un paiement obligatoire. Ça va partir aussitôt qu'il rentre dans notre compte, il va repartir automatiquement vers notre compte épargne, vers notre compte investissement, faire en sorte que ce ne soit plus dans le compte. Ça va être des petits trucs qu'on va se donner à ce moment-là pour vraiment contrer le marketing et la consommation de masse. À l'étape numéro 3, on va donc appliquer les tests d'indépendance financière, OK, comme garde-fou contre le piège du statut social. Tu sais, on va éviter parce que le marketing immobilier, c'est une industrie entière qui vend un rêve, OK? Si on voit des maisons avec des super cuisines sur Pinterest, par exemple, ça fait partie des choses qui vont comme nous influencer à la longue. Puis là, peut-être que le jour qu'on va vouloir s'acheter une maison pour la première fois, on va avoir ça en tête. Mais il faut faire attention, c'est un piège. On va y aller vers la maison qui est adaptée à nos moyens. OK, ça, j'ai sorti, là, je n'ai pas le numéro d'épisode, mais j'ai sorti 4 tests d'indépendance financière lorsque vient le temps d'analyser un achat, la quantité d'hypothèque, le paiement versus nos revenus, versus notre patrimoine. J'ai des tests. OK, qui permet de voir si l'achat qu'on va faire, ça va être une bonne chose ou on est borderline, puis on s'en va vers... Ça va être plus long. Si on achète la plus grosse maison, ça va être plus long pour s'en sortir, puis même que ça peut nous nuire, en fait, si notre maison est trop chère pour nos moyens. Donc ça, c'est à l'étape numéro 3. Étape numéro 4, Kamel rappelle l'objectif des marques qui est de faire de nous des consommateurs à vie, pas des investisseurs. OK? Là, on revient au piège de l'investissement. Même en investissement, il y a des pièges. Il faut faire attention pour ne pas céder au marketing. L'idée du marketing, OK, c'est de faire de nous des consommateurs, pas des investisseurs. Donc, tout le marketing joue un peu contre nous à l'étape numéro 4 pour vraiment investir pour l'indépendance financière. Donc, pour régler ça, on va se désabonner de la consommation automatique. On va réorienter chaque augmentation de revenus vers le CELI, REER, CELIAP et les investissements productifs. On va, à chaque augmentation, peut-être s'en garder un petit peu, oui, pour consommer, pour augmenter notre train de vie,
Mais pas toutes nos augmentations vont aller vers la consommation. On va vouloir rediriger ça vers l'investissement le plus possible. Ça va être à l'étape numéro 4. Ensuite, à l'étape numéro 5, rembourser son hypothèque. Donc, le piège, c'est une fois propriétaire, le marketing revient à la charge. On va parler de rénovation, meubles de luxe, voyages mérités à crédit. Puis, on va nous faire miroiter que, ben oui, tu as juste à refinancer ta maison, puis tu peux avoir accès à tout cet argent-là pour consommer. Par contre, la pression constante du lifestyle upgrade est une forme de sabotage déguisé. On reste esclave de la dette. On a l'impression peut-être qu'on est en train de vivre le rêve américain, mais en réalité, on est en train de consommer, on n'est pas en train d'augmenter notre patrimoine, ce qui va faire en sorte qu'on va vraiment se libérer dans le futur de ce système-là, de ce piège-là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est prioriser les remboursements accélérés, résister à la normalisation de la dette commune, outil de vie. L'indépendance, c'est 0 paiement obligatoire. Puis oui, manœuvre Smith, ici, on conserve une dette pour investir. C'est pas pour tout le monde ici parce que effectivement, on pourrait décider de continuer à consommer à crédit, puis oui, de mettre une manœuvre de Smith en plus là-dedans. Mais si on n'a pas fait toutes les autres étapes avant, c'est-à-dire éviter l'endettement pour la consommation, est-ce que vraiment on devrait aller vers une manœuvre Smith? Moi, j'espérerais que quelqu'un qui va vers emprunter pour investir, à ce moment-là, il a déjà réglé le problème d'emprunter pour consommer. OK? On a déjà pris la décision qu'on ne fait plus ça. Et puis là, lorsqu'on est bien décidé, oui, peut-être qu'on peut aller faire une manœuvre Smith, puis on est un bon candidat pour le faire, puis ça va bien se passer. Voilà, donc rembourser son hypothèque, prioriser les remboursements accélérés, résister à la normalisation de la dette comme outil de vie. OK? L'indépendance, c'est 0 paiement obligatoire. Je vous le dis, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai visé ça justement depuis 2019, ne plus avoir de paiement obligatoire et ça l'a ouvert tout un autre univers de possibilités. Plus qu'on réduit nos paiements, plus qu'on se sent libre, plus qu'on peut prendre des risques, faire peut-être un changement de carrière. Puis, pour moi, c'est ça, l'indépendance financière. Je vous encourage à suivre ce plan-là. Voilà, ça conclut mon résumé du chapitre 8 de Se libérer d'être fauché, le marketing et la consommation de masse. Voilà. J'enchaîne avec la capsule économique. Comprendre l'économie, partie 2. Je vous rappelle, j'ai une série en 4 parties sur comprendre l'économie. Ce sont 4 capsules que j'ai tirées directement de Gary Stevenson, donc de sa chaîne YouTube Gary's Economics. Et puis là, j'ai fait la partie 1 dans un épisode précédent qui était Qu'est-ce que la richesse? Là, on va faire la partie 2, Qu'est-ce que l'inégalité de richesse? En passant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon blog sur frédériclacharité.com/blog. Vous allez voir les 4 parties en format article de blog. Okay? C'est là-dessus que je me base là, en ce moment pour vous faire le résumé de qu'est-ce que l'inégalité de richesse. Dans cette deuxième capsule du cours de Gary's Economics, on entre dans le cœur du sujet, l'inégalité de richesse, ses causes profondes et ses conséquences économiques. C'est une pièce maîtresse pour comprendre pourquoi notre monde économique est structuré comme il est aujourd'hui et pourquoi tant de gens ont l'impression de travailler plus pour en avoir moins. Je fais un rappel, qu'est-ce que la richesse? Ça, on l'a vu en partie 1. Avant de parler d'inégalité, il faut rappeler que la richesse ne se résume pas aux revenus ou à un emploi. La richesse, c'est l'ensemble des actifs physiques, propriétés résidentielles, commerciales, terres agricoles, infrastructures, énergétiques, ressources naturelles, puis même les dettes, surtout quand on est le créancier, cette dette-là, ça devient une richesse pour nous. Lorsqu'on est l'emprunteur, ben là, c'est le contraire d'une richesse, en fait. En somme, c'est qui possède quoi dans une société. C'est ça, la richesse, c'est qui possède quoi. Donc, ce n'est pas le revenu d'emploi, ce n'est pas le revenu, c'est qu'est-ce qu'on possède.
Ensuite, donc il y a deux mondes. Pour expliquer l'inégalité de richesse, on va imaginer deux mondes. Un qui est une société égalitaire, l'autre qui serait une société inégalitaire. On va aller dans les deux extrêmes. Gary, ici, propose une comparaison entre deux types d'économies. Dans une société égalitaire, premièrement, la richesse est bien répartie. OK? Tout le monde possède une part de la maison qu'il habite, un portefeuille d'actions, un peu de terre, une portion de l'énergie produite. Bref, chacun détient une part du système économique. Cette situation procure de la sécurité financière, du revenu passif et de la liberté de vivre, travailler ou se réorienter selon ses aspirations. Okay, ça peut sembler une société utopique, mais bon, allons-y avec ça parce qu'on va aller dans les deux extrêmes pour comparer les deux. Ensuite, dans une société inégalitaire à l'autre extrême, une minorité détient pratiquement toute la richesse. Les autres n'ont ni actifs ni filet de sécurité. Ils doivent louer, emprunter et travailler sans relâche pour survivre, pendant qu'une petite élite engrange les revenus passifs générés par les actifs qu'elle possède. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On est plus proche en ce moment en passant de la société inégalitaire que de la société égalitaire. Alors, pourquoi que c'est un problème? Pourquoi que la société inégalitaire, c'est un problème? On va y aller avec, je pense, 6 problèmes ici, OK? L'inégalité de richesse crée une série de déséquilibres qui minent l'économie dans son ensemble. Premier problème, c'est les salaires bas. OK? Quand peu de gens possèdent des actifs et que la majorité dépend du travail pour vivre, il y a une pression à la baisse sur les salaires. Beaucoup veulent travailler, mais les détenteurs de capitaux ont peu de besoins en main-d'œuvre. Résultat, les revenus stagnent ou diminuent. Okay? Deuxième conséquence de la société inégalitaire, c'est qu'il y a les prix des actifs en hausse. Pendant ce temps, les riches n'ont pas besoin de dépenser leurs revenus. Ils ont tellement de revenus, ils épargnent et cherchent à acheter encore plus d'actifs. Cela fait monter les prix des maisons, des terres, des actions, ce qui éloigne davantage les classes moyennes de l'accès à la propriété. Donc, deuxième conséquence, prix des actifs en hausse. Troisième conséquence, faible mobilité sociale. Donc, ce qui en découle, même avec un bon emploi, acheter une maison ou sécuriser sa retraite devient presque impossible. L'idée que le travail acharné permet de s'élever devient un mythe. Ensuite, quatrième désavantage, quatrième problème de la société inégalitaire, c'est la concentration industrielle. Les entreprises cessent de produire pour la classe moyenne, qui disparaît progressivement. Elle se tourne vers des produits de luxe pour les riches ou des biens essentiels à bas coût pour les pauvres. Résultat, moins de diversité économique, moins d'innovation. Cinquième problème, concentration géographique. Les travailleurs doivent migrer vers les régions où se trouvent les riches, les seuls consommateurs restants. OK, là, on est dans l'extrême, on est dans la société extrême, inégalitaire, là vers où on s'en va en ce moment. Okay? On n'est peut-être pas rendu tout à fait là, mais on explique à quoi ça pourrait ressembler ou à quoi que ça peut ressembler, même déjà dans certains pays. Donc, une concentration géographique. Les travailleurs doivent migrer vers les régions où se trouvent les riches, les seuls consommateurs restants. Cela engendre des villes surpeuplées, des loyers exorbitants et l'abandon économique de régions entières. Certaines régions, il n'y aura plus rien parce qu'il n'y a pas de riches nécessairement. Ils vont se concentrer dans certains centres et les régions donc, vont tomber dans l'oubli. Sixième et dernier problème, la spirale d'inégalité. Plus les riches reçoivent de transferts, loyers d'intérêt, profits, plus ils peuvent acheter d'actifs, ce qui augmente encore la valeur de ces actifs et aggrave l'inégalité. C'est une boucle auto-renforçante. Donc, une fois qu'on va dans ce sens-là, ça ne se passe pas nécessairement en claquant des doigts, mais à chaque année, la richesse devient de plus en plus concentrée vers une petite portion de la population et c'est auto-renforçant dans le sens que le système de par lui-même ne va pas se régler. On va inévitablement vers l'extrême des inégalités. OK, là, ici, Gary nous dit que c'est une réalité mondiale. En ce moment, Gary observe que cette dynamique ne se limite pas au Royaume-Uni. On la retrouve dans
la Rust Belt aux États-Unis, dans les zones rurales en Inde et de la Chine, dans le sud de l'Europe et potentiellement aussi dans certaines régions du Québec. L'enjeu est global. OK, là, on parle encore justement des régions qui sont délaissées par la richesse. On se retrouve avec des régions rurales très pauvres. En conclusion, cette deuxième vidéo du cours de Gary's Economics démontre que l'inégalité de richesse n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est une question de stabilité économique. Elle affecte les salaires, l'accès à la propriété, les opportunités d'affaires, l'organisation des villes et la capacité des sociétés à se renouveler. Alors voilà, c'est tout pour la partie 2. Qu'est-ce que l'inégalité de richesse? Encore une fois, je vous invite à aller sur mon site web pour voir les 4 articles, les 4 capsules. Et puis, je vais continuer dans un prochain podcast avec la partie 3. C'est tout pour cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!